Brièvement, pour commencer sur le projet de mémoire en tant que tel, évidemment, c'est un mémoire de création littéraire et non de recherche, c'est-à-dire qu'au lieu d'étudier un corpus, on documente une démarche. Je vais donc documenter la démarche qui a été la mienne durant ce mémoire. Mémoire, en fait, qui est un projet de roman de route d'un type un peu spécial, c'est-à-dire un roman de route inspiré d'un voyage de vélo. C'est-à-dire que l'expérience de la route s'est faite à bicyclette à travers le continent américain, de Montréal à Ushuaia, qui est une ville au fond de l'Argentine, et que cette expérience-là a servi de matériau, de moteur et d'épreuve à l'écriture d'une fiction. J'insiste sur le terme fiction parce qu'il ne s'agit pas d'un récit de voyage comme vous avez déjà étudié. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de voir comment on peut fictionnaliser l'expérience de la route, la pratique de l'espace qui constitue la route, mais puis vraiment d'en faire quelque chose de romanesque. Et peut-être aussi, en bout de ligne, de voir comment cet outil-là, qui est le vélo, permet d'avoir un accès peut-être spécial ou privilégié à une espèce de magma imaginaire du continent américain. Brièvement, s'il fallait faire une sorte de making of, sachez que le projet, moi, ça s'est échelonné sur 5 ans. Puis que la maîtrise est en fait arrivée à la 3e année seulement de ce projet de voyage un peu fou. Après un premier échec qui a pris la forme d'un accident de voiture au Mexique. Je vous épargne les détails, mais je voulais vous dire que j'ai bien hâte que ça se termine quand même. Et sachez aussi que le voyage s'est terminé en pleine pandémie, dans un sauve-qui-peut généralisé en Argentine. Je suis arrivé à Ushuaia in extremis, mais disons que la réalité est une bien meilleure autrice de fiction que nous. Si vous avez lu le titre de la conférence, vous vous êtes sans doute rendu compte qu'il y avait une petite erreur. Il y avait en fait un S de trop au mot continent. Là-dessus, il y a un petit mot en oblique, là, juste pour dire que de toutes les extravagances que je me suis permis, moi, durant mon parcours scolaire, qui est un parcours assez atypique, c'est la première fois que je me bute à autant de résistance, ce qui est quand même assez curieux, qui mériterait une enquête sur pourquoi une faute d'accord a été quelque chose d'aussi épidermique à l'Université du Québec à Montréal. Mais ce sera une enquête pour une autre fois. Ce qui a aussi donné lieu à l'idée d'origami, parce que l'origami, en fait, dans ce titre, a été une sorte de compromis pour que l'establishment de l'UQAM me laisse faire une faute dans un titre de conférence. Alors donc, pourquoi écrire continent au pluriel? D'abord, c'est toujours un peu étrange de parler au singulier de quelque chose d'aussi pluriel qu'un continent, dans sa géographie autant naturelle que humaine. Et donc, il y avait déjà ça. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, en fait, c'est que, sauf chez quelques déconstructionnistes, on ne parle jamais, par exemple, des Europes, des Océanies, des Afriques voilà, alors qu'on dit toujours les Amériques. Et moi, cette petite particularité linguistique-là, elle m'a questionné. Je me suis demandé pourquoi on dit toujours les Amériques. Est-ce que ça tient au fait qu'il y a une plus grande diversité humaine ou géographique dans les Amériques par rapport aux autres continents? Je pense que poser la question, c'est un peu y répondre. Il y a au contraire même une certaine continuité culturelle qui est à peu près nulle part ailleurs dans les Amériques. Donc, cette explication-là ne tient pas la route. Est-ce que c'est parce que les Amériques sont séparées géographiquement par le canal de Panama? Si on pense à l'Océanie, je pense que cette explication-là ne tient pas la route non plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit les Amériques quand on veut parler du continent américain? En fait, dans l'expression les Amériques, il me semble qu'il y a une délimitation très stricte, ou plutôt 2 délimitations très strictes. La première sépare Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud, mais celle qui est, je pense, la plus prégnante dans l'imaginaire des Amériques, c'est celle qui sépare l'Amérique latine et l'Amérique non latine ou l'Amérique blanche. Je dis blanche pour une raison très spéciale. Sans vouloir entrer trop loin dans le débat, je ne crois pas que le Québec, malgré l'origine latine de la langue française, appartienne à l'ensemble culturel de l'Amérique latine. Pas qu'à dans l'absolu, elle ne pourrait pas y appartenir ou n'aurait pas pu y appartenir, mais que historiquement, le Québec est beaucoup plus proche de l'Amérique du Nord anglophone, malgré ce qu'on voudrait peut-être que de l'Amérique lusophone ou hispanophone. Toujours est-il que la division entre Amérique du Nord et Amérique latine est tellement ancrée
qu'elle est aujourd'hui en train de se concrétiser dans un vrai mur, un mur de plusieurs milliers de kilomètres qui va séparer les États-Unis du Mexique, un mur qui est réel, qui est décrié, mais qui, au fond, ne fait que rendre très concrète, de façon matérielle, une frontière qui existait déjà, autant dans les imaginaires que dans la réalité politique et physique. Cette division des Amériques, là, elle existe aussi de l'autre côté du continent, dans les œuvres latino-américaines, dont il va être ici question, mais aussi chez les voyageurs latino-américains. Par exemple, dans les œuvres, on a le poète cubain José Martí, qui écrit en 1891 un poème qui s'appelle Nuestra América, dans lequel il sépare très, très clairement l'Amérique latine de l'Amérique du Nord. Il y a aussi le film El Viaje de Fernando Solanas, qui est un excellent film à très petit budget, qui raconte en fait le voyage à bicyclette d'un Argentin d'Ushuaia jusqu'au bout du continent. Eh bien, où s'arrête le voyage du personnage de El Viaje? Et non, il n'arrête pas en Alaska ou au Yukon ou même dans le Nunavik. Il se termine au Mexique. Un dernier petit exemple, dans le parler des migrants centro-américains et mexicains qui essaient de passer la frontière avec les États-Unis, on appelle les États-Unis, on dit qu'on va pal otro lado, ce qui veut dire littéralement de l'autre côté. Donc voilà. Évidemment, là, si cette démarcation est aussi nette, ce n'est pas la faute, disons, des latino-américains et latino-américaines. C'est beaucoup plus une question de domination historique et d'une histoire de prédation de l'Amérique du Nord sur l'Amérique latine. L'exclusion, évidemment, cette frontière-là, elle est bien plus fonction de notre côté que du leur. Là-dessus, si vous voulez avoir une réflexion assez soutenue sur la question, moi, je vous recommande l'œuvre de Eduardo Galeano, qui a en effet quelque chose d'assez fantastique. Mais ce serait quand même facile, je pense, de mettre la faute juste sur les États-Unis. De notre côté aussi, là, très québécois des choses, dans notre imaginaire collectif, je pense que c'est assez évident que l'Amérique au singulier, avec un A majuscule, c'est presque toujours l'Amérique du Nord, quand ce n'est pas seulement les États-Unis. Exemple, jusqu'à tout récemment, les cours de littérature américaine étaient des cours de littérature états-unienne. Et ça ne fait pas très longtemps que les choses ont commencé à changer à ce regard-là. Évidemment, dans l'histoire des débats qui ont entouré l'appartenance du Québec à l'Amérique ou l'américanité au Québec, c'est assez rare qu'on a dépassé la triade la triade anglophonie, francophonie, autochtonie. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. Évidemment, on a des auteurs ou des autrices qui sont allés voir ailleurs, qui ont dépassé cette frontière-là. Paul-Marc Lapointe, Pierre Neveu, Jean Morisset en a fait peut-être son modus operandi, mais malgré tout, ça reste assez fragile. Évidemment, aussi, on a toute la littérature migrante qui a été très forte au Québec. Mais en même temps, on n'est pas dans un rapport du Québec vers l'ailleurs, mais vraiment de l'ailleurs vers le Québec. Et ça, c'est quand même assez particulier. Malgré tout, là, je ne crois pas que ce qui est le plus intéressant quand on parle de la division des Amériques tienne dans le fait d'essayer de les refusionner en un tout, de désenfler l'ego impérial des États-Unis qui disent le mot Amérique en parlant d'eux-mêmes, ou de désenfler l'ego victimaire du Québec en, disons, renommant la littérature américaine, littérature états-unienne et en s'en satisfaisant. Pas plus que de reproduire la fracture intercontinentale, de répéter ad nauseam qu'il y a l'Amérique latine et l'autre Amérique, l'Amérique blanche, l'Amérique du Nord. Dans le fond, de reproduire un peu, là, de réenfoncer, de reproduire le mur dans notre imaginaire. Puis en fait, moi, ce que je propose, en fait, c'est au contraire de maintenir l'ambiguïté de cette faute-là, de cet usage du pluriel-là, pour que quand on parle de l'Amérique, on entende un continent dans toute sa pluralité, dans toute sa diversité de culture, d'histoire, de climat, d'altitude, de paysage, voilà, et de dire continent S, américain S. Bon, maintenant qu'on a réglé la question de la petite erreur, qu'on est rendu très loin dans la conférence, il faut peut-être que je vous parle de ce choix-là là, de mots continent origami. Pourquoi un continent origami? Qu'est-ce que l'origami, cet art tellement japonais, vient faire
cet art tellement japonais de plier des feuilles en forme d'animaux, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'origami. Qu'est-ce que cet art-là vient faire dans une conférence sur un voyage à bicyclette à travers les Amériques? Bon, la réponse est aussi plurielle que pour la première question. L'origami, évidemment, c'est fait de papier, comme le sont les livres, comme le sont aussi les cartes. Alors, la première idée dans celle d'origami, c'était de créer une sorte d'aller-retour entre le papier, la carte, les livres, la théorie et la route, l'expérience concrète de la route. Carte qu'on déplie, qu'on replie au fur et à mesure qu'on avance pour trouver son chemin. Pour l'anecdote, moi, quand je suis parti la première fois vers le bout du monde, vers Ushuaia, j'utilisais des vraies cartes. Je n'utilisais même pas encore les applications dans mon téléphone. J'étais à ce point réticent. Et quand on plie et déplie une carte, on finit toujours par la plier mal, ce qui fait qu'on arrive avec des formes assez inusitées pour cette carte-là. Et c'est un peu ce souvenir-là qui m'a donné l'idée de parler d'origami. Donc, ce voyage-là, c'est vraiment un double, mais c'est aussi que c'est un double voyage. Parce que moi, dans le fond, dans mon modus operandi, je me suis dit que j'allais faire à la fois un voyage physique et à la fois un voyage littéraire. Pourquoi voyage littéraire? C'est-à-dire qu'en chemin, j'essayais de lire des œuvres littéraires, particulièrement romans, poésie, essais, des les lieux que je traversais. Des œuvres, évidemment, états-uniennes, afro-américaines, latino-américaines, bref, de tous les pays que je traversais. Puis j'ai priorisé, en fait, des œuvres littéraires sur, par exemple, les guides de voyage ou les œuvres historiques ou savantes qui avaient été écrites sur le continent. Et c'est ce choix-là, en fait, que j'aimerais expliciter à ce stade-ci de la conférence. Alors, pourquoi lire, en fait, des œuvres romanesques ou même des œuvres des autres pays qu'on traverse? Pourquoi ne pas, au contraire, se renseigner? Eh bien, en fait, il y a une sorte de distinction que fait une poétesse qui s'appelle Audre Lorde, qui est une poète afro-américaine magistrale. Et la distinction qu'elle fait, elle, c'est entre le knowledge et le understanding, le savoir et la compréhension. Et pour elle, il y a quelque chose que la poésie, et moi j'ajoute la fiction, que la littérature en elle-même a, ou à laquelle donne accès, que toutes les informations du monde ne suffisent pas à rendre. Il y a une sorte d'expérience. Elle va parler des poèmes comme des pièces vitales d'information qui lui donnent des clés pour comprendre certaines choses. Et moi, j'avais un peu le même rapport avec les œuvres littéraires au fur et à mesure que j'avançais dans l'espace réel. La deuxième raison pour laquelle utiliser l'image d'un origami tient à la manière dont justement les choses se déroulaient dans le voyage. C'est-à-dire que moi, je voulais écrire une fiction, j'étais parti avec une idée de roman qui devait se terminer à Ushuaia. Donc, il fallait que je me rende, ce qui créait déjà une tension avec le bout. Puis en chemin, quand j'avançais, j'avais vraiment l'impression de déplier des parties du continent. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, le Mexique, c'était vraiment une sorte de brouillard opaque. Pensez un peu à la mer des Sirtes, c'était quelque chose dans lequel je pouvais aller projeter, disons, tout ce que je voulais ou tout ce que je ne voulais pas, des peurs, un enthousiasme, un exotisme, quoi que ce soit. Et puis, plus j'avançais, plus je dépliais ces parties-là de l'espace et plus ça devenait concret, plus l'histoire, la diégèse de l'histoire trouvait ses péripéties, plus aussi la carte se coloriait avec des sensations très réelles. Tout à l'heure, j'écoutais, il y a plusieurs des équipes là, qui, dans leur projet, veulent parler de polysensorialité. Moi, j'étais vraiment dans ce rapport-là où la carte se coloriait. Mais aussi, pour revenir à ce double voyage littéraire et physique, la littérature que je lisais venait colorier, venait, disons, amplifier l'expérience que j'avais du lieu lui-même et vice-versa. Je vous donne un exemple dans un roman qui s'appelle Delirio de Laura Restrepo, qui est une Colombienne, un roman super intéressant. Je pense que d'ailleurs, c'est disponible en français. Là. Je vous ai fait une petite liste de lectures que je vous mettrai sur Moodle. Il y a un moment, bref, dans Delirio, où les personnages décident de partir de Bogota pour descendre dans la vallée en bas de Bogota. Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie colombienne, là, le pays de la Colombie est comme griffé par 3 cordillères.
Et puis, et entre ces cordillères-là, il y a des vallées très, très basses, à peu près 500 mètres d'altitude. Et Bogota, c'est très haut, c'est à 2800, ce qui fait en sorte que c'est froid, que c'est des météos, c'est assez venteux, c'est pluvieux, et que dans la vallée tout en bas, ben, il fait 35 degrés humide. Et dans le roman Delirio, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette protagoniste, Agustina, qui ne va pas bien, qui veut retourner de Bogota jusqu'à le lieu de la maison de son enfance. Et là, ils descendent en voiture vers la vallée. Et là, elle garde la fenêtre ouverte parce qu'elle sait qu'à un moment, il va y avoir un changement dans l'air, mais un changement drastique. Il va y avoir une sorte de bouffée d'air humide et que ça va signifier en fait qu'elle arrive dans le refuge de sa maison d'enfance. Et puis, moi, quand j'ai descendu de Bogota, j'avais ressenti exactement la même chose. Je suis parti, il faisait froid, j'étais habillé, je grelottais, il y avait du brouillard. Puis, je suis arrivé à un certain moment au milieu de la côte et d'un coup, il y a une vague d'air chaude et humide qui m'a frappé. Et sur le coup, moi, je n'ai pas allumé, j'ai continué. Et plusieurs centaines de kilomètres plus tard, quand j'ai lu Delirio, ben là, j'ai eu accès à cette sensation-là et je me suis dit, ah oui, c'était exactement ça. C'est comme si j'avais trouvé cette pièce vitale d'information qui me permettait d'avoir une sorte de rapport tridimensionnel à l'espace et à la littérature. Ce qui me fait dire en fait qu'il y avait une sorte d'aller-retour constant entre les différents éléments, sensations, qui me donnaient justement des clés d'interprétation pour comprendre ce que je voyais, aussi pour me sentir partie prenante d'une sorte de flow, de bruissement, ou en tout cas d'être vraiment en mode immersif. Troisième raison d'utiliser la figure de l'origami pour parler de ce voyage-là, c'est que, en fait, moi, j'étais parti évidemment avec toute une sorte en tout cas, toute une idée de ce à quoi l'histoire allait ressembler. Et là, ben, imaginez-vous que vous voulez écrire un roman qui se base sur un voyage et que là, vous avez tout fait plein de recherches, que vous avez imaginé tout plein de choses et que là, ça vous donne une espèce de pile de papier ou un origami. Et puis là, vous allez faire l'expérience du terrain, donc vous dépliez cette expérience-là un pan après l'autre. Et là, quand vous la repliez, mais ça donne complètement autre chose, une sorte d'autre origami métamorphosé. J'avais l'impression que c'était vraiment ce que me permettait d'atteindre l'idée de faire un terrain. Évidemment, là, quand je parle d'origami, c'est vraiment pas une manière de dire que le continent n'est pas réel, n'a pas des enjeux réels, solides, voire très, très durs. C'est juste que chacun de ces enjeux-là, chacun des moments chaque chose que j'ai vue en Amérique latine ou chaque partie de l'histoire du continent auquel j'ai eu accès aurait mérité bien plus que 45 minutes et surtout un bien meilleur spécialiste que moi. Alors, au lieu de vous induire en erreur, ben, j'ai préféré, disons, vous parler plutôt de l'expérience que j'ai menée. J'aimerais quand même vous attirer votre attention sur le caractère peut-être toujours plus numérique de notre vie, sur le rapport que ça entraîne à la littérature et à l'espace. Moi, c'est un petit commentaire éditorial, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avenir pour les autrices et auteurs de création comme de critiques à réaliser des terrains d'études physiques. Je pense qu'en fait, même nos programmes là, de littérature devraient s'inspirer de l'anthropologie ou de la sociologie pour créer des terrains dans le monde. Je pense que la littérature gagne toujours à sortir des livres et à aller confronter ce qu'il y a avec le monde réel, même si on n'est pas dans le même rapport, même si on est dans la fiction, même si on est dans la poésie. Je pense qu'on lit mieux sur les lieux qu'on a expérimentés et qu'on écrit mieux aussi sur ces lieux-là, ou en tout cas qu'on a un garde-fou de plus pour ne pas en dire des conneries. Donc, l'alliance entre littérature et monde, moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui était fondamental dans ce projet-là. Alors, voilà pour l'origami. Je vous parlais de la route comme un matériau, un moteur, une épreuve. Donc, pour résumer, la route, ce qui se passait sur la route, les rencontres que je faisais, c'était vraiment le matériel. Le bout, c'était vraiment le moteur parce que moi, souvent, ça a été le projet littéraire qui a sauvé le voyage ou l'inverse. C'est-à-dire que quand le roman allait mal, souvent le voyage allait bien. Quand le voyage allait vraiment mal, j'avais toujours ce projet-là auquel me rattacher pour me dire que ça valait la peine de continuer ou que je ne pouvais pas abandonner rendu là. Comme évidemment, j'étais en tension avec ce lieu qui s'appelle Ushuaia, il a fallu que je me pose la question comment me rendre et aussi comment me rendre jusqu'à la fin de ce roman-là, c'est-à-dire comment ne pas perdre l'équilibre.
Eh bien, pour en finir avec mon titre, comment traverser ou déplier un continent sans perdre l'équilibre, eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais je pense que c'est impossible. Et je pense même que c'est non seulement impossible, mais que ce n'est pas souhaitable et qu'il faut accepter de se planter. Il faut accepter de prendre des chutes. C'est comme ça qu'on apprend la bicyclette, c'est comme ça qu'on apprend à écrire, c'est comme ça qu'on apprend à lire aussi. C'est-à-dire qu'il faut accepter de faire des erreurs, mais qu'il faut aussi se donner une sorte de méthode ou des garde-fous. Évidemment, là, j'arrive à la question qui est peut-être la question de l'heure, question pour laquelle je n'ai pas de réponse pour vous, mais plus envie d'ouvrir la discussion, qui est celle évidemment de la représentation des autres, particulièrement quand on est dans un rapport asymétrique avec les autres. C'est une question qui se pose pour tous les gens qui font de l'art, particulièrement ceux qui sont en littérature, au cinéma ou au théâtre. Et évidemment, comme moi, j'avais envie d'écrire un roman sur une expérience de vélo, ben, cette question-là s'est posée à moi directement parce que j'ai rencontré plein de gens en chemin. Puis je me suis retrouvé face à ces deux pièges que sont de juste pas en parler et d'invisibiliser ce que j'ai vu ou d'en parler mal et de les caricaturer. Évidemment, moi, je ne suis pas un descendant, mon rapport à l'Amérique latine, je ne suis pas un descendant des expéditions de Cortés ou Pizarro. Je ne suis pas un esclavagiste qui a vidé les mines du Potosi non plus. Je ne suis pas descendant des seigneurs qui faisaient la chasse aux Guarani dans le Haut-Paraná. Je ne suis pas non plus un descendant d'Américains de père. Mon père n'a pas travaillé pour la CIA. Mais j'arrivais quand même en Amérique latine avec un certain bagage, avec une certaine institution, avec des bourses, avec un regard et avec une langue. Bref, j'arrivais dans ce qu'on appelle dans une situation de privilège quand même. C'est important de le mentionner. Et bien, malgré tout mon bon vouloir, bien, à partir du moment où j'ai franchi particulièrement la frontière mexicaine, je suis devenu ce qu'on appelle un gringo. Et qu'est-ce qu'un gringo? Ben, un gringo, en fait, ça vient de green, vert, go, votant. Et en fait, ça renvoie à un épisode de l'histoire où les États-Unis ont envahi le Mexique et se sont accaparés le Texas. Et dans cette guerre-là, c'était ce que les soldats mexicains disaient, ou le peuple mexicain disait aux soldats américains qui portaient un uniforme vert, green, votant. Et évidemment, ce mot-là en lui-même est lourd de sens, une très forte connotation. Et moi, la question que je me posais, en fait, ou ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir comment on peut, disons, devenir le moins gringo possible. La première chose que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que, en tout cas, moi, la première solution que j'ai trouvée, ça a été d'essayer d'être dans un rapport le plus autodérisoire possible. C'est-à-dire fallait apprendre à rire de soi. Il fallait apprendre pour désamorcer ce mot-là, la charge, et ne pas entrer dans un rapport de conquête ou de surimposition, il fallait que je réussisse à, disons, désenfler cet ego-là gringo, ou en tout cas, de trouver une manière de connecter. Et bien, moi, par exemple, je vous raconte une autre anecdote. À un certain moment donné, j'étais sur une autoroute très passante au Mexique. Et là, mon vélo, mon rack arrière est parti avec tous les bagages sur ma roue. Je pensais que le rack était brisé et que l'histoire venait de se terminer là parce que je n'allais pas pouvoir réparer ce truc-là. Je ne suis pas très bon en mécanique, il faut quand même le dire. Et puis là, la première étape, ça a été, j'étais vraiment dans le milieu de nulle part, au milieu de l'autoroute. Fait que je me suis dit, il faut que je trouve un endroit pour être safe, pour avoir un endroit où dormir. Fait que je suis allé chercher un endroit. Et puis là, j'ai trouvé une petite chambre qui était louée par un type qui s'appelait Chano, un vieux monsieur très, très sympathique. Et là, je lui demande s'il y a une chambre. Là, moi, je suis en panique. Là, il me dit oui, j'ai une chambre. Il monte la chambre, il la loue, c'est pas très cher, ça va, on va survivre. Là, après ça, il me dit c'est quoi ton problème? Là, j'y explique avec mon espagnol qui était assez balbutiant à l'époque que j'ai un bris mécanique, que mon rack est brisé, qu'il faudrait le souder. Puis là, il me dit ah, mais moi, j'ai une soudeuse, il n'y a pas de problème, on va le souder. Fait que là, il me dit je vais chercher mon vélo. J'arrive avec mon vélo, il regarde ça, il me dit t'es sûr qu'il faut le souder? Là, moi, j'explique tout en long et en large, là, avec des grandes explications mécaniques, pourquoi il faut le souder. Là, il me regarde avec un petit sourire. Il me dit as-tu des clés, Alain? C'est l'outil de base du vélo. Là, je regarde, là, mais là, moi, je suis en panique. Fait que, je suis super stressé. Fait que je suis comme oui, mais là, on perd notre temps, il faut le souder. Là, je lui donne les clés. Il prend mon rack, il fait 2-3 petits tours de clés, puis il le réinstalle comme s'il était neuf. Puis là, je l'ai regardé.
Puis là, ils se sont regardés, puis il y a eu un gros moment de silence. Puis là, j'ai dit « pinche gringo », qui veut dire « maudit gringo ». Puis là, il est parti à rire. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si on avait ouvert un espace dans lequel on était en mode horizontal, puis là, on pouvait devenir des amis. Et puis, ben, cette histoire-là a quand même très bien fini parce qu'on a viré une brosse monumentale. Puis on a parlé toute la soirée de Donald Trump et de à quel point tout le monde l'haïssait. C'est mon commentaire éditorial. Sur le mot gringo, évidemment, ça ne voulait pas dire que je n'étais plus non plus un gringo. J'ai posé la question à la fin de la soirée. Est-ce que je suis encore un gringo? Il m'avait répondu oui, mais disons, le mot avait perdu de sa connotation et j'avais eu accès à ce personnage-là, à cette personne-là, à ses histoires. Voilà. Mais au-delà du fait de l'autodérision, je ne pense pas que c'est suffisant. Moi, ce que j'ai envie de proposer, en fait, c'est peut-être l'idée qu'il y a, quand on parle de l'altérité, quand on écrit sur des autres, particulièrement quand on est dans ce rapport asymétrique, un seuil minimal d'intimité à partir duquel on peut se tenir en équilibre et commencer à écrire. Je n'ai pas fait de thèse de doctorat sur ce que serait ce seuil d'intimité minimale, qu'est-ce que ça implique, ou disons, je ne pense pas qu'il y a de recette fixe là-dessus. Je pense que le seuil minimal d'intimité, évidemment, est très, très contextuel et particulier à chaque situation. Et que trouver ce seuil minimal d'intimité-là, c'est, disons, un combat que chacun doit mener comme il le peut, tout dépendant de la situation dans laquelle il se trouve. Mais je pense quand même qu'on peut se donner des grandes lignes. Et moi, les grandes lignes que je me suis données dans ce voyage-là, ils ont été 3. C'est-à-dire que la première, ça a été la lecture. Le deuxième, ça a été le terrain, chose dont je vous ai déjà quand même pas mal parlé. Et la troisième, ça a été la relecture. Sur la lecture, je reviens à mon idée de lire de la littérature plutôt que des traités savants. Mais là-dessus, c'était quand même assez cohérent au sens où moi, je ne savais pas souvent, par exemple, que si Atahualpa avait été assassiné là, en telle année, je n'avais pas, disons, un ensemble de fact-check, tu sais, qui faisait en sorte que je connaissais mieux que tout le monde les lieux que je traversais. Mais en lisant de la littérature, j'avais comme accès à une sorte de flot de paroles, tu sais, littéralement, là, c'est comme si je me baignais dans cette rivière-là, tu sais, qui est l'imaginaire incohérent, avec des remous, avec des tensions, avec une manière de parler, avec un certain humour. Puis, en avançant, justement, je commençais à me sentir de plus en plus à l'aise dans cette langue-là, dans cette littérature-là, dans ce rapport-là. Ce qui, évidemment, s'est mis aussi à m'ouvrir beaucoup de portes. Bon, deuxièmement, évidemment, le terrain, c'était pas juste important aussi de lire les autres. C'est-à-dire que mon chemin, j'essayais de faire ce que j'ai appelé des entrevues sauvages. Là, le mot sauvage, il ne faut vraiment pas l'entendre comme une sorte d'interrogatoire policier, mais c'est que le plus souvent que je pouvais, quand j'avais accès à des histoires, j'essayais de prendre des notes dans ma tête, de prendre des notes sur mon téléphone pour me rappeler de quoi parlaient ces histoires-là. Puis en fait, j'essayais de provoquer des moments où je pouvais avoir des vraies conversations avec des gens sur peu importe ce dont ils avaient envie de parler. Là-dessus aussi, c'est vraiment important. Moi, j'ai aussi souvent que je pouvais, chaque fois que je prenais ces notes-là, je demandais la permission aux gens. En fait, je leur disais, moi, j'ai ce projet littéraire-là. Tu sais, évidemment, je racontais pourquoi j'étais en vélo, qu'est-ce que je faisais, etc. Puis, je disais, écoutez, ça se peut que cette histoire-là soit fictionnalisée. Je ne vais pas l'écrire de la même manière, mais ça se peut qu'il y ait des fragments qui apparaissent. Est-ce que vous êtes à l'aise? Et là, les gens pouvaient répondre oui ou non. Et s'ils ne sont pas à l'aise, je suis resté en contact avec pas mal d'entre eux, fait qu'ils peuvent m'écrire à tout moment pour me dire non, je ne suis pas à l'aise que tu parles de ça. Puis c'est quand même important de respecter la volonté des gens sur leurs propres histoires, je pense. Mais aussi, quand je parle d'entrevues sauvages, c'est que ces entrevues-là, elles n'étaient pas dans un cadre. C'est-à-dire qu'on n'avait pas genre une caméra, un formulaire, un questionnaire non plus. C'était plus quelque chose qui était un peu flou, où on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on cherchait, mais où on finissait par trouver des choses justement qui étaient inattendues. Et quand je dis entrevue, ce n'est pas juste entrevue au sens de mener une entrevue, mais c'est aussi que le mot entrevue vient du verbe entrevoir, qui veut dire presque voir ou voir un peu. Je pense que c'était vraiment important, moi, de me rappeler à chaque étape que ce que je pensais avoir vu, en fait, je l'avais entrevu.
puis que peut-être c'était pas ça, puis que peut-être je me trompais, puis que peut-être j'avais pas compris quelque chose. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir eu l'impression que j'avais compris, finalement de me rendre compte que j'avais rien compris du tout, et puis que il était temps que je refasse mes devoirs. Dernière chose, dernier point de cette méthodologie, la relecture. Moi, je suis arrivé à un certain moment où je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas suffisant de faire ça. Il fallait que je fasse back-check en bon français ce que j'écrivais. J'en suis à cette phase-là, en fait, de me poser cette question-là. Comment faire pour que les gens que j'ai croisés ou que j'ai côtoyés puissent me donner du feedback sur ce que j'écris ou ce que j'ai fait? Et bien là, à ce moment-là, moi, j'ai été chanceux comme j'ai traversé l'Amérique hispanophone et qu'il n'y a qu'une seule langue il y a plusieurs, il y a un nombre infini de langues, mais il y a une langue qui se parle, disons, du Mexique jusqu'à l'Argentine. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai fini par apprendre à écrire cette langue-là. Puis, ça a donné lieu à une espèce de shift vraiment, moi, je trouve, qui a été le plus intéressant de tout mon projet, qui a été qu'au début, j'écrivais sur l'Amérique latine en français. Puis éventuellement, je me suis mis à écrire sur le voyage en espagnol. Puis là, mon public a carrément changé parce que si j'écris en français, je m'adresse toujours à un public qui est québécois, disons, ou qui est francophone. Alors que là, en écrivant directement en espagnol, même si je faisais plein de fautes, même si mon espagnol était ultra simple, même s'il y avait probablement des problèmes de syntaxe, c'est comme si je ne m'adressais plus aux miens. Là, je m'adressais littéralement, j'essayais d'entrer dans cette espèce de bruissement-là hispanophone. C'est sûr que ce genre de rapport-là ne pourrait pas se faire, par exemple, n'aurait pas pu se faire en d'autres langues. Je ne pense pas qu'on peut apprendre 50 langues dans un voyage. C'est pas crédible, mais dans mon cas, moi, ça a fonctionné très bien. Donc voilà, et puis là maintenant j'en suis au stade où je commence à renvoyer des petits bouts de texte à des gens pour vérifier que c'est correct, que ça passe, que j'ai bien fait mon travail. Et puis c'est quelque chose qui est parmi les choses les plus intéressantes et aussi peut-être un petit cadeau pour remercier tous les gens de m'avoir aidé en chemin. Pour finir, en fait, j'aimerais parler quand même de vélo, de cet outil-là que moi, j'ai trouvé très utile justement pour désenfler la connotation de ce mot gringo. Quand on voyage, qu'est-ce que ça change, par exemple, de voyager à vélo par rapport à voyager en voiture, en avion, en autobus, en train, à pied? Qu'est-ce qui caractérise le vélo? C'est une sorte d'hybridité complète ou d'équilibre entre plein de différents moyens de transport. Puis je pense que le vélo a, disons, des vertus qui ne vont pas de soi. Évidemment, on peut très bien mal faire les choses à vélo, là, mais comment je dirais, qui sont plus propices à pallier certains des problèmes des autres moyens de transport. Premièrement, on est dans un rapport vraiment moins de vitesse et de prédation de l'espace qu'avec la voiture. On est plus aussi exposé que dans la voiture. À ce qui se passe autour. On est à l'extérieur, on n'est pas devant la fenêtre, mais on est dans la fenêtre. Aussi, on se rend vulnérable, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on s'expose non seulement aux éléments, mais aussi à la gentillesse des gens parce qu'on a comme pas, on a besoin des autres pour avancer, on a besoin d'être dans l'endroit pour dormir. La majorité d'un voyage de vélo, c'est de trouver de la bouffe, c'est de trouver un endroit où pitcher la tente. Puis pour trouver un endroit pour pitcher la tente, il faut être prêt à demander aux gens de pouvoir se placer sur leur terrain. Mais en même temps, on n'est pas dans un rapport non plus de complète dépendance, c'est-à-dire qu'on ne coûte pas d'argent aux gens qui nous hébergent, ce qui est quand même quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de voyageurs, par exemple avec l'autostop, où là, on est tellement dépendant des autres qu'on devient un fardeau. C'est-à-dire qu'en vélo, on n'est pas un fardeau, on est quand même indépendant, mais on peut, disons, avoir accès plus facilement à des rencontres qui ne sont pas, disons, médiatisées par le tourisme. Aussi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec le vélo, c'est qu'on voit tout. Ce qui est beau, ce qui est moins beau, ce qui est franchement horrible. Évidemment, on ne voit pas tout au sens où on n'a pas une vue surplombante, mais par exemple, quand on prend le voyage en autobus ou le voyage en avion, on fait des bonds entre des lieux qui sont souvent touristiques, alors qu'en vélo, on n'a pas le choix de voir tout ce qu'il y a entre ces lieux-là.
Puis ça fait en sorte qu'on entre dans des villages auxquels on n'aurait jamais pensé entrer, qui fait en sorte qu'on relie aussi tous ces différents points-là sur la carte, puis ce qui donne justement un fil conducteur peut-être plus fort. Après, on a aussi une sorte de lenteur qui fait en sorte qu'on a le temps de penser à ce qu'on a vu, on a le temps de se chicaner avec tout le monde avec qui on a envie de se chicaner dans notre tête, on a le temps de digérer tout ce qui s'est passé, de se projeter dans l'avenir, disons, d'avoir des idées, de les penser. Et moi, je trouvais que ce rapport-là, justement, qui ressemble vraiment à une roue entre ce qu'on voit, ce qu'on a vu, ce qu'on pense, ce qu'on écrit, était vraiment intéressant du point de vue du vélo. Et donc, voilà, le vélo, j'ai vraiment l'impression que c'est comme une espèce d'objet qui a été sous-exploité par la littérature. On pense à la marche, on a tout de suite un nombre de titres une liste de titres assez faramineuse en tête. On pense à la voiture, même chose, dans le cinéma aussi, alors que quand on pense au vélo, c'est comme quelque chose qui est un peu resté invisible, alors que c'est peut-être, ça c'est mon avis, le parfait entre deux. Merci beaucoup pour votre écoute.